Ce soir, nous sommes très heureux d'accueillir Platon Petridis pour cette conférence sur un thème méconnu, les assiettes philhelléniques. Platon Petridis est spécialiste de céramique et d'architecture. Il est professeur d'archéologie byzantine à l'Université nationale et capodistrienne d'Athènes. Il est également directeur du musée d'archéologie et d'histoire de l'art de cette université et ancien membre scientifique de l'École française d'Athènes. Il dirige ou co-dirige des fouilles à Delphes, à Tassos, à Kapandriti en Attique. Sans plus attendre, je lui laisse la parole. Merci. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, je vous remercie tous et toutes de votre présence. Et je voulais commencer par remercier le précédent président-directeur du Louvre, M. Jean-Luc Martinez, et l'actuelle présidente-directrice, Mme Laurence Descartes, pour l'invitation et l'accueil respectivement, ainsi que Mme Dominique de Fonréau et Émilie Desclercq pour tous les soins apportés à mon voyage et à la préparation de ma conférence. Et je voudrais par la suite dédier cette conférence à Mme Angélique Amandry, qui a mis les bases, des bases très solides pour l'étude des assiettes philhelléniques, et à mon ami François Alpalu, qui m'a le premier initié dans ce monde fabuleux de ces objets. Le romantisme coule à plein bord dans la société, et comme la peinture est aussi l'expression de la société, la peinture devient romantique. Je ne m'en plains pas, au surplus, j'ai assez des vieux Grecs. Ce sont les Grecs modernes qui m'intéressent. Hector, Achille, Agamemnon me fatiguent de leur sublimité. Georges, Kolokotroni, Odysseus, Iorgak. Voilà les noms qui retentissent dans mon cœur. Assez, j'ai pleuré sur le malheur éternel de l'éternel Ilion. Ipsara, tes infortunes récentes soulèvent mon âme. Que sont pour moi les soldats du roi Priam? Ce sont les Cleftis, les Armatolis qui m'occupent tout entier. Adieu donc, Grèce antique, qui a vu couler tant de sang et qui a coûté tant d'encre à nos poètes, tant de couleurs à nos peintres. Salut à toi, Hélénie, jeune et fière, qui sort de ton berceau en ruine, où crie de patrie et de liberté. Écrivait en 1824 dans l'Artiste, le philosophe, entretien critique sur le salon de 1824, Augustin Jalles. Et c'est exactement avec cet extrait que choisit de commencer son livre très important, Angélique Amandry, en 1982, dans la première et seule jusqu'à présent tentative sérieuse d'une présentation globale des assiettes philhelléniques et de l'identification de leurs sources iconographiques directes. Et vous avez là le texte de Auguste Jalles. Auguste Jalles, 1795-1873, était un ancien officier de la marine, mais qui n'a jamais navigué. Un archiviste et historien, historiographe officiel de la marine, conservateur des archives de la marine et auteur d'un dictionnaire critique de biographie et de l'histoire, basé sur des recherches effectuées aux archives de Paris et auteur aussi d'un glossaire maritime. Il est considéré comme le fondateur de l'archéologie navale, mais d'une archéologie basée plutôt sur les sources écrites que sur les restes matériels. Cette personnalité intéressante, qui a également travaillé comme journaliste et critique d'art, et c'est d'ailleurs sous cette qualité que nous citons ici, reflète dans ses propos, que je viens de vous lire, un sentiment général en France entre les années 1820 et 1830, qui s'est vite transformé en mouvement philhellénique. Ce mouvement est le premier du genre dans la France moderne, à l'exception de l'aide aux Américains insoumis quelques décennies plus tôt. Si dans les paroles de Jalles citées plus haut, nous avons l'écho d'une distanciation volontaire de la Grèce antique et ses héros, et d'une admiration sans limite des héros contemporains, les Cleftes et Armatoli, les corps de bandits d'honneur, comme on les a appelés, qui menèrent à l'époque la guerre contre les Turcs, une autre personnalité des lettres de cette époque, Delphine de Girardin, née Delphine Gay, 1804-1855, poétesse, nouvelliste, journaliste, romancière et salonnière, nous amène avec ses vers
Français dont les beaux jours s'écoulent dans les fêtes, ô vous qui dans le port oubliez les tempêtes, aux nobles fils de Grecs faites la charité, donnez-leur un peu d'or pour acheter des armes et secourez enfin dans leurs longues alarmes les martyrs de la croix et de la liberté. Au sein des voluptés, toi dont le cœur sommeille, toi qui, joyeux encore des plaisirs de la veille, rêves si vivement à ceux du lendemain, de ce réseau tissu par une blanche main, où l'on voit s'enlacer et la perle et la soie, de ce réseau d'azur daigne entr'ouvrir l'acier, pour ces infortunés, sacrifie avec joie l'espoir d'une parure ou le prix d'un coursier. Vois Athènes mourante et sa gloire flétrie, et souviens-toi pour être généreux que ce champ dévasté, ce pays malheureux, d'Alcibiade est la patrie. Avec ces vers donc, Delphine Gay, elle nous conduit vers une réalité plus concrète, l'implication matérielle de la société française dans le soulèvement grec. Cette femme, baignée de son adolescence dans un milieu, une atmosphère cultivée, elle a eu à son tour une influence considérable sur le milieu littéraire de son temps. Par ses vers, elle essaye de réveiller les consciences de ses compatriotes par l'invocation des origines des Grecs modernes, nobles fils de Grecs, d'Alcibiade et la patrie, et des liens qui les unissent grâce à la foi chrétienne commune, les martyrs de la croix, en face d'un ennemi qui, de surcroît, est un infidèle. Notez que ce sont exactement ces deux mots, croix et liberté, que Delphine Gay utilise à la fin de son premier couplet, que l'on retrouve sur les bords de certains des assiettes philhelléniques, encadrées de banderoles, comme nous verrons un peu plus bas. Cette implication, non seulement sur le plan diplomatique dont on ne s'occupera pas ici, mais plutôt sur le plan artistique et littéraire, mène très précisément, comme l'explique Sévère, où elle conseille ses compatriotes de se priver d'un bijou ou d'un coursier, à la collecte d'argent, la quête au profit des Grecs, qui est exactement le titre du poème de Delphine Gay. Les bénéfices de la vente de sa brochure apportèrent la somme de 3 400 francs que la poétesse déposa au comité philhellénique, et la partition de la version musicale de son poème par l'organisme de Saint-Germain-des-Prés, d'une valeur de 2 francs, fut également offerte au soutien de la lutte grecque. Permettez-moi de souligner ici le rôle déterminant que les femmes ont joué dans ces collectes de fonds. C'est déjà en 1821, au tout début de l'insurrection, qu'une société caritative française, la Société de la morale chrétienne, a créé un comité pour l'organisation d'une souscription en faveur des réfugiés grecs. Ce genre d'initiative spontanée et indépendante, dans laquelle il faut inclure presque toute la production littéraire ou artistique, mais aussi, au moins initialement, la participation volontaire à des opérations militaires, sans le secours d'une organisation, le cas le plus représentatif étant le colonel Favier, une sorte de symbole du philhellénisme combattant. Ces initiatives spontanées ont donc touché des groupes de population très différents et ont suscité un enthousiasme sans précédent pour une guerre qui, en réalité, était étrangère et distante. Et en effet, à en juger par le résultat, le philhellénisme, combinaison d'initiatives spontanées comme celles que nous avons évoquées et d'actions organisées, principalement par les différents comités, a prévalu au-delà des clivages politiques dans une période particulièrement controversée, peut-être parce qu'il réussit à imposer un équilibre entre les enjeux politiques, les courants idéologiques, l'attirance romantique exercée par l'Antiquité et les pratiques caritatives qui tenaient une place particulière dans l'échelle des valeurs de l'aristocratie et de la bourgeoisie française de cette époque. Les événements militaires de la lutte pour l'indépendance, les souffrances des esclaves et les exploits des combattants célèbres ou anonymes, la fierté des jeunes enfants et l'héroïsme des femmes grecques, source d'inspiration d'œuvres littéraires bien connues et bien sûr de peintures encore plus célèbres, vont à leur tour inspirer l'illustration de divers objets du mobilier domestique de plus ou moins grande valeur et vont envahir aussi le quotidien des Français, leur propre foyer, d'images de la lutte grecque pour l'indépendance. Parmi la riche production littéraire d'abord, citons L'Enfant grec de Victor Hugo, que vous connaissez tous, La Note sur la Grèce de Chateaubriand,
les chants populaires de la Grèce moderne de Claude Fauriel, basé sur une enquête entreprise avant l'insurrection, et bien sûr l'appel aux nations chrétiennes en faveur des Grecs, écrit par Benjamin Constant au nom du comité grec de la Société de la morale chrétienne dont il a été question juste plus haut. Citons également des pièces de théâtre ou de mélodrames comme Le dernier jour de Missolonghi de Georges Ozano sur la musique de Ferdinand Hérold ou Parga ou Le Brûlot de Pierre Carmouche et Adolphe Pujol sur la musique d'Alexandre Piccinni. Je vous rappelle que l'Angleterre, qui exerça à cette période son protectorat sur les îles Ioniennes, a cédé au pacha de Yanina, Ali de Tepelen, la ville grecque de Parga, incitant ses habitants à l'exil. Donc c'est cet épisode-là qui est raconté dans les œuvres de théâtre. Parmi les œuvres, et dans les peintures aussi, comme nous verrons plus bas. Parmi les œuvres musicaux écrites par les compositeurs pour émouvoir leurs compatriotes français et les concerts organisés en faveur de la cause grecque, citons le plus spectaculaire, celui donné au Vauxhall en présence du duc d'Orléans en avril 1826. Et bien sûr, il y a eu les peintures, encore plus célèbres, avec des sujets choisis pour être présentés en toute indépendance, comme, vous connaissez tous, le massacre de Scio, ou la Grèce expirant sur les ruines de Missolonghi de Jeune de la Croix, présenté lors d'une exposition au profit des Grecs à la galerie Lebrun, ou les tableaux d'un militant philhellène peut-être moins connu, Harry Scheffer, le peintre franco-hollandais, un peintre franco-hollandais très lié à Louis-Philippe, élève de Pierre Narcisse Guérin, dont nous voyons ici les tableaux femmes grecques implorant la Vierge, au milieu, les femmes souillotes à gauche et les exilés grecs sur un rocher regardant leur patrie perdue, référence sans doute aux habitants de Parga dont il a été question. Et après cette introduction sur le philhellénisme en général, passons sur le sujet qui va nous intéresser, les assiettes philhelléniques. Aspect technique, étude iconographique. Un aspect méconnu de cette vague philhellénique est la fabrication dans 3 usines françaises, parmi les dizaines qui fonctionnaient au début du XIXe siècle, surtout dans la région parisienne, Choisy-le-Roi d'abord, puis Montereau et ensuite Toulouse, entre 1825 et 1830 d'assiettes, et principalement d'assiettes à dessert, en faïence, rondes, d'un diamètre de 20 à 22 cm, et très rarement octogonales, décorées de thèmes inspirés de la guerre de l'indépendance grecque. Ces assiettes se fabriquaient en série, toujours par douzaines, et chaque douzaine illustrait 12 sujets différents. Les assiettes de la même série se distinguaient par un décor identique sur le bord ou par la couleur unie de ce bord. L'habitude de décorer les assiettes avec des personnages historiques, des monuments, des événements d'actualité politique française, des fables, des rébus, des scènes humoristiques, était très courante. Les assiettes immortalisaient l'actualité, illustraient des œuvres littéraires célèbres, amusaient l'usager par des scènes humoristiques, faisaient de la politique. Elles étaient presque des journaux en terre cuite du XIXe siècle. Mais il me semble être la première fois que l'inspiration vient d'un sujet politique et militaire lointain, mais en même temps très populaire dans l'imaginaire collectif, l'insurrection de la Grèce. Ces assiettes, héritières d'une longue tradition et d'un savoir-faire important, étaient fabriquées en faïence, appellation, je vous rappelle, qui dérive de la ville italienne de Faenza, une pâte argileuse tendre, poreuse et opaque, pas translucide comme la porcelaine, et recouverte d'une glaçure destinée à l'imperméabiliser. La procédure de fabrication était longue. Les assiettes, comme tous les autres objets céramiques, une fois tournées et moulées, étaient mises au four pendant plusieurs heures, une 60aine environ, pour en sortir dures et aptes à recevoir décor et glaçure. On appelle cette matière biscuit, qui sort d'une première cuisson et qui a déjà atteint ses qualités définitives. Parallèlement, la décoration, qu'il s'agisse du sujet principal dans la partie creuse ou du bord, était gravée sur une plaque de cuivre et imprimée sur un papier de soie spécial, appliqué par la suite comme une décolcomanie sur les assiettes.
Cette innovation de décor imprimé est parfaitement appropriée à la faïence, car elle exploite la porosité de la pâte à l'état de biscuit qui permet l'absorption d'un décor ancré. On voit ainsi progresser la technologie sans que l'esthétique n'en souffre ni ne faiblisse. Au contraire, il y a une parfaite adéquation entre technique, esthétique et économie. Pendant ce processus, il est vrai, il peut y avoir parfois le chevauchement des deux bords sur le pourtour qui n'est pas réussi et l'application hâtive est visible. Je vous montre là une assiette du 19e, beaucoup plus tardive et dans un autre sens de décoration. Mais vous voyez là les deux bords qui n'ont pas été s'unir correctement. L'utilisation des encres vitrifiées contenant des oxydes métalliques a permis la reproduction sur un objet en céramique des détails qui étaient gravés sur une plaque de cuivre. L'usure des plaques a souvent forcé la regravure sur de nouvelles plaques, entraînant des différences mineures dans la composition, mais qui sont percevables par l'observateur minutieux. Une fois le décor absorbé et le papier décollé, l'encre séchée et les éventuelles retouches faites, l'assiette était plongée dans un bain de glaçure plombifère et, cette couverture séchée à son tour, elle était posée dans une casette pour être protégée et remise au four pour une seconde cuisson, cette fois plus courte, d'environ 22 heures. Alors, si des couleurs étaient appliquées à la main sur l'assiette, cela nécessitait une troisième cuisson, après l'ajout de ces couleurs au pinceau ou au pochoir. Ces processus, comme vous comprenez, nécessitaient une manipulation délicate et la cuisson était longue à chaque étape, mais les usines disposaient d'une vaste expérience et d'un personnel spécialisé. Et la production s'élevait à des milliers de pièces à la fois. Angélique Amandry parle de 75 000 pièces par four et une production totale de 30 millions de pièces par an en ce qui concerne la production de l'usine de Choisy-le-Roi, à ses heures de gloire, bien sûr pas uniquement en assiette philhellénique, mais en faïence, en service de table en faïence en général. La faïencerie de Choisy-le-Roi, que nous allons examiner la première, fut fondée par les frères Valentin, Melchior et Nicolas Paillard le 21 Floréal en 13, c'est-à-dire le 11 mai 1805, et la production de la faïence fine à décor imprimé plus particulièrement commença à partir de 1808 avec la collaboration d'un Anglais, Christophe Potter, ancien homme politique britannique, esprit innovant et homme extraordinaire de tout point de vue. Celui-même qui est à l'origine, en France, de l'application du décor imprimé sur porcelaine et faïence fine, une invention qui allait révolutionner la production de céramique et les amener à l'échelle industrielle. À partir de 1824, l'usine est dirigée par Valentin Paillard et Hippolyte Autain, d'où les cuissons P et H choisis, suivis d'un chiffre, qui marque les revers des assiettes, comme vous voyez. À partir de 1824, l'usine est dirigée par Valentin Paillard et Hippolyte Autain, d'où le sigle que vous voyez, beaucoup plus raffiné que le précédent. Le départ du fondateur en 1836 laisse à la tête de l'usine Autain, qui s'associe à Louis Boulanger. Les deux familles vont s'unir par la suite par mariage et un des petits-enfants, Hippolyte Boulanger, va diriger l'entreprise à partir de 1863 et lui donnera un nouvel élan de productivité et de créativité artistique. L'entreprise devient un domaine industriel articulé autour d'un petit château et elle développe une importante activité sociale. Elle obtient des commandes importantes, comme par exemple la fabrication des carreaux de grès émaillés, blancs, biseautés, qui recouvrent les stations du métro parisien. Les ateliers de Choisy ferment en 1934 et les bâtiments sont détruits à partir de 1952, ainsi que le parc et la propriété, pour donner place à la construction de la dalle commerciale piétonnière du centre-ville de Choisy. La manufacture de faïence de Montereau a été fondée au milieu du XVIIIe siècle, en 1749, par Étienne François Mazois, marchand parisien, au faubourg Saint-Nicolas de la ville, afin de concurrencer des faïences anglaises appelées Queen's Ware,
c'est-à-dire la faïence fine à texture dense, recouverte d'un vernis transparent, dur, très bien glacé. C'est la découverte de Josiah Wedgwood en tant que manufacture de la reine. Montreux réussit à obtenir une rente annuelle. À partir de 1774, elle passe aux mains des Anglais, Clark, Shaw et compagnie, Hulme, dit Hall, dont la veuve épouse Pierre Marlin, enfin Christophe Potter, notre anglais connu, dont il a été question plus haut. Au tout début du XIXe siècle, elle est installée dans l'ancien couvent des Récollets, vendu comme bien national pendant la Révolution. La faïencerie de Montreux a été achetée en 1819 par sa concurrente, la manufacture de Creil, propriété de Charles Saint-Cricq Cazot. Cette manufacture de Creil, fondée en 1797 par un cristallier et un commerçant du charbon, Stone, elle est citée par Gustave Flaubert dans son éducation sentimentale. Au moment de la production des assiettes philhelléniques, Montreux utilisait un sigle indépendant mentionnant les initiales de Louis Leboeuf, banquier parisien, et Étienne Thibault, directeur de l'usine, qu'il avait loué en 1824. Là et là. Louis Leboeuf, et Étienne Thibault. Sous ces deux directeurs, elle se développe en qualité et en idée créatrice. On compte par exemple entre 1820 et 1840 plus de 30 spécialités différentes parmi les simples faïenciers. Elle ne fut officiellement associée à celle de Creil qu'en 1840 et fut connue désormais sous le nom de faïence de Creil-Montreux, sous la raison sociale, Leboeuf, Millet et compagnie jusqu'en 1876. Et vous voyez son estampille en bas au centre. Leboeuf, Millet et compagnie, et à l'intérieur d'un canthare dont de part et d'autre de son pied, on lit Creil et Montreux. Le groupe Creil-Montreux se développa sous tout le XIXe siècle, emportant médailles et prix, et fut le premier employeur de la ville. La cité ouvrière de Saint-Médard a été construite pour loger les centaines d'ouvriers et d'ouvrières de cette usine. Creil est fermé en 1895 à la suite d'un incendie et la production se concentra à Montreux. Le groupe a été repris en 1920 par la manufacture de Choisy-le-Roi, qui appartenait à Hippolyte Boulanger, dont il a également été question plus haut. Et à partir de là, les céramiques sont marquées HBCM, Hippolyte Boulanger, Creil-Montreux. Donc, vous voyez que nous constatons une forte tendance de regroupement ou de neutralisation des entreprises concurrentes par des achats successifs. Les décors imprimés furent progressivement abandonnés à Montreux, remplacés par le pochoir. Et avant de fermer définitivement ses portes en 1955, ces archives et des pièces uniques préparées pour les expositions universelles ont été perdues après sa démolition en 1976, pendant laquelle des milliers de moules en plâtre ont été écrasés au bulldozer. Je dois dire ici que je dois plusieurs informations sur la manufacture de Montreux au dossier de la faïence fine, publication de l'association de recherche et d'édition bénévole Les Amis de la Faïence, et plus particulièrement M. Jacques Montillot, que je remercie aussi pour l'échange que nous avons eu. Une reprise des activités par Philippe Audurier en 1997, avec de nouveaux ateliers en Montreux-Fault-Yonne, s'est vite éteinte en 2010, faute d'intérêt du public pour ces objets. Aujourd'hui, malheureusement, le musée de la faïence, installé depuis 1985 dans l'ancien hôtel des Postes de Montreux, est fermé, très probablement définitivement, en vue d'un éventuel nouvel usage de ces locaux. Enfin, en ce qui concerne Toulouse, notre troisième usine, elle fut créée peu avant la Révolution par Casimir Marcassus de Puymorin. Elle a été reprise pendant la Révolution par un ancien acteur et révolutionnaire, Hyacinthe Pellet des Barreaux, qui servit en effet de prête-nom à son fondateur, de Puymorin, le protégeant ainsi des soupçons anti-révolutionnaires. Mais son véritable essor, la manufacture de Toulouse, le doit à Jacques-Joseph Fouque, originaire de Moustier-Sainte-Marie, ville célèbre pour ses faïences. Ayant fui son pays où il a été poursuivi pendant la Terreur, il s'installa à Toulouse comme marchand de faïence
et probablement comme ouvrier dans la fabrique de pellets des barreaux, dont il achète par la suite des parts. Fuchs est associé à son genre, à son neveu devenu ultérieurement son gendre Antoine Farnoux, et leur marque de fabrique est l'association de leurs deux initiales F et A. À ses débuts, cette manufacture produit surtout de la faïence marbrée, de la faïence tannifère et des grès. Ce n'est qu'aux alentours de 1820 que fut produite pour la première fois à Toulouse et dans le sud-ouest en général la faïence fine à décor imprimé, à l'image de manufactures de la région parisienne. La renommée de la marque augmente à une vitesse impressionnante et ses exportations via Bordeaux aussi. La série philhellénique de Toulouse, elle a une courte durée, d'1 an à peu près, et elle coïncide avec la fondation, probablement en 1829, d'une succursale de l'usine à Valentine et avec la mort de Fuchs dans la même année. La mort de Fuchs et l'installation de l'anglais David Johnston à Bordeaux provoque la fermeture, le déclin et la fermeture de la manufacture de Toulouse. Alors après avoir examiné les procédés techniques et l'histoire de trois manufactures, on va se retourner sur nos propres assiettes et on va les observer d'un peu plus près. Tout d'abord, elles peuvent avoir une couleur de fond blanche et un décor imprimé noir, comme vous voyez en bas à gauche, ou en fond jaune, avec un décor imprimé noir, toujours. Mais nous avons aussi des pièces beaucoup plus impressionnantes, des pièces polychromes sur fond blanc, toujours. Nous avons des couleurs vert, jaune, bleu, brun, appliquées avec plus ou moins de soin. Le bord, ou marli décoratif, nous permet de reconstituer des séries produites dans chacune des manufactures mentionnées, mais nous examinerons aussi, par manque de temps, toutes les productions ensemble et pour faciliter leur présentation. Donc, ce que nous pouvons avoir sur le marli, de gauche à droite, c'est par exemple une frise en relief d'inspiration néoclassique représentant des griffons, des vases, des palmettes. Nous pouvons avoir des couleurs unies, des bandes de couleurs unies, vert ou jaune, des bandes avec des guirlandes de houblon, des fleurs, dont des roses. Et nous pouvons avoir aussi des chiens qui chassent des lièvres. Et vous avez un exemple en noir et blanc, un exemple en couleur. Nous avons aussi des feuilles de châtaignier, des attributs militaires, casques, lances, branches de laurier. Les chiens et les lièvres que nous avons vus, du raisin. Enfin, la plus intéressante est celle qui est en haut à gauche et à droite, où nous avons la combinaison des noms de combattants grecs et de philhellènes par paire, inscrits dans des couronnes de laurier encadrés de banderoles avec les inscriptions « La Croix » ou « La Liberté », ces deux mots, je vous rappelle, dont parlait le poème de Delphine Gay. Les couples choisis sont 3 uniquement. Miaoulis Byron, Botzaris Einard et Canaris Favier. La source iconographique directe pour la production de la plupart de ces sujets des séries philhelléniques étaient des dessins d'un peintre qui s'appelait Henri-Charles Leuillot Hartwig, plus connu sous le nom de Karl Leuillot, peintre et lithographe né en Allemagne en 1798 et mort à Paris en 1864. L'artiste s'est particulièrement intéressé, comme vous voyez, à la présentation de chevaux, des attellages et des cavaliers, et c'est exactement ces lithographies de chevaux d'après Vernet que la manufacture de Choisy-le-Roi utilisa en 1822 et 1823 pour une série d'assiettes. Il illustrera également la Révolution de juillet de 1830. Une série de 16 lithographies sous le titre général « Recueil de sujets grecs »
pour la plupart en noir et blanc, et édités par Bove, qui portent son nom. Ces dessins couvrent tous les thèmes que la manufacture de Choisy a utilisés pour ces séries d'assiettes philhelléniques. Il est donc très probable que cette série de 16 dessins a été commandée par la manufacture de Choisy-le-Roi à son ancien collaborateur 2 ans après leur première collaboration. Montreux et Toulouse, les 2 autres usines, ont utilisé un choix de dessins de Leuillot, puisant aussi dans des créations d'autres artistes comme Hippolyte Bélanger et Henri de Quenne. Les assiettes de Choisy reproduisent d'ailleurs le plus fidèlement possible les dessins de Leuillot, et les légendes calligraphiées sont identiques au titre des lithographies, ce qui n'est pas toujours le cas, comme vous allez voir, dans la production de 2 autres usines. Un total de 25 thèmes, selon les recherches d'Angélique Amandry, ont été générés par les 3 usines, en rangée de 12 thèmes par usine, ce qui signifie, comme vous imaginez, qu'il y avait des thèmes communs qui se chevauchaient entre les usines. Les titres du sujet est mentionné, calligraphié en bas. Alors, les sujets sont les suivants. Le serment du grec. Au centre de la scène, sur un rocher très incliné, un jeune couple de Grecs, l'homme armé debout, la femme agenouillée, fixent de leur regard une longue croix en bois couronnée de lauriers et retenue par des pierres. L'homme lève la main droite vers la croix en signe de serment, l'autre est tenu par sa compagne. À gauche, 2 cavaliers et un soldat tournent le dos aux spectateurs. À droite, des navires. La scène peut avoir lieu dans n'importe quelle ville portuaire de la Grèce, Nauplie ou Moudon par exemple. Le même sujet, et vous voyez que il n'y a pratiquement pas de différence entre la lithographie et l'assiette produite par Choisy-le-Roi. Le même sujet orne une amphore de style néoclassique, conservée aujourd'hui dans une collection privée grecque. La représentation est en couleur très vive, comme vous voyez, ce qui crée un contraste direct avec la monochromie dorée du reste de l'amphore et avec l'assiette en noir et blanc aussi. La reproduction du dessin original est fidèle, avec l'absence cette fois de l'inscription, toujours présente sur les assiettes philhelléniques. Tout le reste du vase est soigneusement doré, à l'exception de panneaux sur l'arrière qui représentent une tour à la campagne que je ne vous montre pas. Deuxième sujet, le départ du grec. Ici aussi, les protagonistes sont un jeune couple, lui armé et sur son cheval, elle assise sur un palmier. Remarquez le palmier, un élément un peu orientaliste et pas particulièrement lié à la réalité botanique de la Grèce. La distance entre les 2 personnages principaux laisse apparaître des figures de cavaliers. Partant eux aussi à la guerre sur un chemin sinueux, tandis qu'au fond, à gauche, apparaissent des maisons. Ici, on ne peut qu'admirer la façon dont Leuillot dessine les chevaux, en particulier celui de la figure principale. L'homme se tourne vers sa compagne, vers sa femme, en faisant un signe, un geste de la main gauche, tandis qu'elle, triste, la tête baissée, est en train de jouer un instrument de musique. Troisième sujet, un jeune grec combattant un pacha. Pareille impression, vous serez d'accord avec moi quant au rendu très naturel de chevaux, sur ce dessin où une jeune cavalière grecque, sur un cheval blanc, lève son épée vers un cavalier turc âgé, on voit un peu là, sa barbe blanche, qui tente de se protéger par son bouclier. D'autres boucliers et armures sont par terre, signe de la fuite des ennemis, des Turcs, tandis que dans le fond, un fort et des combats acharnés complètent la composition, ici et là. On retrouve le même dessin sur une amphore de la même collection privée athénienne, mais là, avec quelques changements. Sur l'amphore, le cheval de la grecque est lui aussi foncé, et même plus foncé que celui du pacha, et le pacha, il est plus jeune, il a l'air plus jeune, il a la barbe qui n'est pas blanche. Et vous remarquez
le vase avec ses formes, ses anses en forme de cygne. Quatrième sujet, soldat grec enlevant un étendard à son ennemi. Le mot ennemi, dans les assiettes de Montreux et de Toulouse, va être changé par turc. Sur une scène de bataille, un grec, le visage noirci, lève son épée, sa main droite contre son ennemi, tout en lui enlevant de sa main gauche son étendard orné d'un croissant. Le Turc, presque allongé par terre, pose sa main gauche sur son bouclier et lève son yatagan. Un autre Turc est déjà mort à côté. Là, il gît par terre. Et à l'arrière-plan, le combat continue. Un cheval se distingue clairement à droite, ici, en train de tomber peut-être. Même sujet sur une amphore, encore une fois de la même collection. Mais là, les couleurs sont vraiment très vives et ils aident à en distinguer clairement les ennemis. Tandis que sur le fond, le cheval à droite se dirige vers un sens opposé de celui et porte un cavalier. Les personnages donnent moins l'impression d'une foule que sur l'assiette, pardon. Là, vous n'avez que deux seules personnes. Notre cinquième sujet est la vengeance d'une famille grecque. Vous voyez une famille de Grecs barricadée derrière un muret. Nous avons 3 hommes armés, debout, qui tournent leurs armes vers un cavalier turc qui entre en scène en galopant. Et tandis qu'une femme agenouillée, la veuve peut-être, tient dans ses bras un enfant. Au fond à droite, des restes d'une colonnade, qui est là pour rappeler le passé glorieux des Grecs modernes. Et il y a des légères différences entre l'assiette et la lithographie. Vous avez un homme de moins, nous n'avons que 2, et un arbre de plus. En effet, on remarque souvent des variantes dans le rendu du même sujet. Pourquoi ? Parce que des nouvelles plaques étaient donc gravées pour chaque nouvelle série avec de légères différences entre elles et les lithographies originales. La différence de la largeur du marli expliquerait aussi la diminution de la taille du sujet principal. Même dans les légendes, il peut y avoir des différences, des fautes d'orthographe ou des lettres moins calligraphiées, mais ce n'est jamais le cas des assiettes de Choisy-le-Roi. Un autre sujet très intéressant, c'est la prise d'un navire turc par les Grecs, qui, dans les séries de Toulouse et de Montreux, va s'appeler Miaoulis prenant un navire turc. Le titre a changé entre la production donc de Choisy et celle de Montreux, et on voit un personnage au milieu levant son épée et tenant une torche, monté sur un navire ennemi, tandis qu'un Turc essaie de se sauver vers la droite. Lui. Alors, un canon, un baril de poudre, le mât principal, des cadres, complètent la composition. Ce qui est intéressant, à mon avis, c'est la figure assise au milieu. Est-ce un aveugle ? Est-elle une illustration du fatalisme ottoman ? Je ne sais pas. On retrouve le sujet sur une amphore dont les anses sont en forme de victoire ailée ou de proue de navire. Voyez. Fort impressionnante. Alors, on a une forte différence entre les couleurs des vêtements entre l'amphore et l'assiette. C'est beaucoup plus vif, plus riche sur l'amphore. Et nous passons à notre 7e sujet, des Grecs prenant un fort défendu par les Turcs, qui, dans la production de Montreux, devient Mavrokordatos, prenant un fort défendu par les Turcs. Ici aussi, le personnage principal est identifié dans la production de Montreux. Plus récente que les lithographies de Leuillot, fidèlement reproduites par Choisy, les noms de combattants grecs ayant beaucoup circulé en France
La mention de nom, Miaoulis sur la précédente, Mavrocordatos ici, réussit à mieux toucher les sentiments des acheteurs. Figure imposante, au milieu de la scène, Mavrocordatos tient un pistolet de la main gauche et il lève sa main droite avec l'étendard de la Révolution, orné de la croix, et tire ses ennemis qui essayent de se protéger. Là. Et vous voyez à droite les Grecs qui entrent dans la ville, dans le fort. Bien sûr, nous avons ici aussi les indispensables ruines que vous distinguez plus clairement sur l'assiette, et un palmier aussi, pour se situer sûrement de point de vue géographique. Sur notre amphore, avec des gorgonias sur les anses, on a le même sujet, vous voyez, avec très peu de différence. Notre sujet suivant, c'est le grec blessé. Encore une fois, dans l'œuvre de Leuillot, on se demande qui est le protagoniste, l'homme ou le cheval. Ici, il tient une place presque égale, je trouve, au milieu de la composition. Les personnages secondaires du fond de la lithographie se réduisent en un seul cavalier sur l'assiette, ici, et en nombre plus important sur la lithographie. Mort d'un grec. Scène d'une remarquable sensibilité où le regard du grec mourant appuyé sur un arbre rencontre celui de sa compagne. Et leurs mains se réunissent au niveau du cœur, tandis que le combat continue sur la partie droite et le cheval du mourant se tient à gauche. Une reproduction fidèle, mais également une variante de ce sujet, se rencontre sur des objets qui sont assez rares, qui sont très rares même, des tasses d'un service de café. Le seul autre service de café complet à thème philhellénique que je connaisse, à part celui de la collection Martinos, que vous voyez ici, se trouve dans le musée Pierre Loti à Rochefort. Jeune grec sauvé de l'esclavage des Turcs. Nous savons que quelquefois, l'argent collecté par les comités était destiné non seulement à l'achat des armes, des médicaments, de fournitures, mais aussi à la libération de femmes et d'enfants captifs, comme dans le cas de Preveza ou d'Arta. Alors, nous devons un énorme rocher. Vous voyez deux Turcs qui sont en train de capturer une jeune grecque, et l'un d'entre eux porte une chaîne dans sa main gauche, là et là. Des Grecs surgissent derrière le rocher, brandissant leurs armes. Un arbre s'ajoute sur la composition de l'assiette. Le sujet est également représenté sur une amphore, pratiquement le même que la lithographie, et sur une tasse du même service dont je vous ai parlé, mais alors là, nous avons une version un peu plus évoluée. Le grec est déjà intervenu et il a sauvé la jeune grecque. Un pacha fait prisonnier. Un pacha reconnu à sa longue tunique et sans son turban, les mains réunies au niveau de la poitrine, se fait prisonnier par des Grecs, certains sur leurs chevaux, d'autres à pied, brandissant l'étendard pris aux ennemis. Un autre sujet, toujours dans ce climat romantique, est l'Hélène au tombeau de son amie. Une femme grecque richement habillée, accompagne un grec qui porte une couronne de laurier et s'approche d'un monument, un obélisque, sur les hauteurs d'une ville. Vous avez derrière une mer ou un fleuve, des maisons, et pareil décor, mais un peu plus élaboré sur l'assiette. Sur le sujet suivant, la veille, qui s'appelle la veille d'une attaque, 3 Grecs, dont un à cheval, discutent sur la stratégie à suivre. Vous voyez que celui-ci montre
de sa main droite le rocher en face. Ils sont dans un paysage montagnard, très grec, en ravin peut-être, et vous voyez d'autres figures qui se distinguent sur le rocher à droite. Un autre sujet très intéressant est celui qui s'appelle Lord Byron à la tête d'un détachement grec ou Entrée triomphale des libérateurs de la Grèce. Sur l'assiette, le personnage principal a un nom, c'est Lord Byron. Le premier est le titre de la lithographie de Byron, de Leuillot. Le deuxième est un titre beaucoup plus évocateur pour le public français, et pour les acheteurs. Vous voyez donc des cavaliers qui entrent dans une ville dont la population les accueille agenouillés devant d'imposants bâtiments. Alors avec ces 14 sujets, un 15e traité par Choisy, on complète les séries de Choisy-le-Roi qui reproduisent les lithographies de Leuillot, et nous allons voir, parce que le temps ne nous permet pas d'être aussi exhaustif, les 10 autres sujets. Donc les deux premiers sont Constantin Canaris sur un brûlot et Marcos Botzaris dans le camp des Turcs. Botzaris, peut-être le héros grec le plus connu par les Français. Vous savez tous que cette connaissance est immortalisée par la station de métro. Alors, le suivant, c'est les Turcs amenant les femmes et les enfants grecs et les femmes de Missolonghi à la brèche. Les Grecs recevant la bénédiction en Missolonghi, comité grec présidé par M. de Chateaubriand, ce qui est une erreur historique parce que je crois que le comité grec était présenté par Ternaux Aîné. La fameuse quête pour les Grecs, troupes grecques en embuscade, c'est le 15e sujet de Leuillot dont je vous parlais. Le coup de pistolet, nouvelle du combat de Navarin, référence à la victoire navale des Alliés à Navarin contre les Turcs et les Égyptiens. Et sur l'assiette, sur la lithographie de Hippolyte Bélanger, les Grecs reçoivent la nouvelle du combat de Navarin. Et grec après un revers. Une lithographie issue d'un dessin ou d'un tableau plus ou moins célèbre est reproduite durant cette décennie sur une multitude d'objets, utiles ou décoratifs, ou les deux. Donc vous voyez une peinture de Harry Scheffer qui devient une lithographie 2 ans après, et elle est reproduite sur une multitude d'objets, des plateaux, des amphores, jusqu'en 1830, l'année où la Grèce acquiert son indépendance et la production de tous ces objets philhelléniques s'éteint. Nous avons une multitude d'objets utiles ou décoratifs, des tissus, des encriers, des bibelots, des éventails, etc. Vous remarquez que les sujets sont issus de la réalité historique, mais le choix des personnages et leurs gestes visent directement sur le sentiment. C'est en grande partie l'illustration des combats et des embuscades, mais aussi des enlèvements, de l'amitié, de la séparation des époux, etc. On va maintenant examiner les assiettes philhelléniques en tant qu'objet muséal et voir les collections, les expositions. Les assiettes philhelléniques, dispersées comme toute vaisselle plus ou moins commune à force d'héritages successifs, n'ont attiré l'intérêt des collectionneurs qu'à partir du début du XXe siècle, et presque uniquement de ceux qui s'intéressaient aux souvenirs de la guerre de l'indépendance grecque. La mention d'un don de 6 assiettes de Montreux au Musée national historique d'Athènes, déjà en 1906, par Dimitrios Vikelas, qui n'a pas retenu l'attention jusqu'à présent, mérite, à mon avis, de s'y arrêter un instant. Qui était Vikelas ? Vikelas était un poète et romancier grec, mais il était surtout le premier président du Comité international olympique
Il a été très impliqué avec le baron Pierre de Coubertin à l'organisation des premiers Jeux olympiques de l'époque moderne à Athènes en 1896. Vikelas était un cosmopolite. Il est né à Syros, île des Cyclades, en 1835. Syros n'était pas seulement une île de Cyclades, sa capitale, Hermopolis, était la capitale commerciale de la Grèce. Vikelas a été élevé à Odessa, surtout à Constantinople. Il a également vécu à Londres et, ce qui nous intéresse ici, à Paris, tout en faisant des visites régulières à Athènes, où il s'installa définitivement en 1897. Deux possibilités se présentent donc à propos de son don au musée historique. Soit ces assiettes faisaient partie du patrimoine familial, et Syros est très connu pour avoir été à l'époque un centre d'importation de faïence européenne. Mais je dois noter ici que nous n'avons pas beaucoup d'assiettes philhelléniques achetées à Athènes, trouvées plutôt à Athènes dans des fonds des grandes familles athéniennes, ou, ce qui me paraît plus probable, Vikelas les avait achetées à Paris. Il les avait transportés avec le reste de ses biens domestiques quand il s'est installé à Athènes. Et un peu avant sa mort, qui est survenue en 1908, il les légua à la société, à l'institution qui, seule à l'époque, collectionnait des témoignages de toutes sortes relatifs à l'histoire moderne de la Grèce et en particulier de l'insurrection. Et cette institution est la Société historique et ethnologique grecque, dont la toute première manifestation en 1884, 2 ans après sa propre fondation, qui est en même temps l'acte inaugural du Musée national historique, était l'exposition des souvenirs de la guerre de l'indépendance. Donc, la Société historique et ethnologique grecque était connue comme la seule institution qui s'intéressait aux témoignages de l'époque de la guerre de l'indépendance. Mais ce qui est important, c'est que par ce don, cet homme instruit et cosmopolite, Dimitrios Vikelas, semble avoir reconnu, au-delà d'une certaine valeur décorative, un aspect très symbolique à ces objets humbles qui faisaient le quotidien de sa famille, parmi des centaines ou des milliers d'autres, et bien sûr d'une valeur beaucoup plus importante. Nous avons là, à mon avis, la première reconnaissance aussi d'une valeur muséale aux assiettes philhelléniques, puisqu'il les offre au musée historique pour être exposées. Quelques années plus tard, l'historien et correspondant du journal Le Temps, René Piot, montra un intérêt particulier pour les assiettes philhelléniques et alla jusqu'à essayer de chercher leurs sources iconographiques. Fervent philhellène, en possession d'un grand nombre d'œuvres, surtout de lithographies inspirées par les événements de 1821 à 1830, René Piot exposa sa collection à Paris en 1935 sous le titre « Le philhellénisme », collection René Piot. Il la légua par la suite à la ville de Pylos, l'ancien Navarin, siège de la bataille navale qui a renversé le cours de l'histoire, comme je vous ai dit. Alors Piot, qui a arpenté toute la Grèce comme correspondant de guerre, vous le voyez là, en Épire, qui a écrit ce fameux livre Les derniers jours de Smyrne, parce qu'il a vécu la fin de Smyrne, grec. Alors Piot, qui a arpenté vraiment toute la Grèce, a été étonné de ne pas voir dans la région, de voir dans la région l'absence totale de souvenirs évocateurs de ce grand événement que fut la bataille de Navarin, la bataille navale de Navarin. Après la fin de l'exposition de 1935 et jusqu'en 1992, pendant presque 60 ans, la plus grande partie de la collection est restée provisoirement stockée à la Fondation hellénique de la Cité universitaire de Paris. Seuls quelques objets, offerts après la mort de Piot en 1936 par sa veuve à l'ambassadeur grec à Paris, Nikolaos Politis, ont atterri à la Société historique et ethnologique d'Athènes et en 1952, ils ont enfin été exposés dans une petite salle de la mairie de Pylos.
Ce n'est que depuis 2012 que la collection Puot a réussi à trouver une place digne de sa valeur dans une maison traditionnelle rénovée, appartenant à un ancien vainqueur des Jeux olympiques originaire de Pylos. Puot avait fait quelques recherches sur les origines iconographiques du décor, possédant lui-même des lithographies relatives au sujet représenté, mais c'est Angélique Amandry, comme je vous ai dit, qui, au bout de 25 ans d'études, d'achat personnel d'abord, et d'études, de recherches dans les bibliothèques et les archives, publia le livre que je vous ai montré au tout début, sous les auspices de la Fondation ethnographique du Péloponnèse. Vous avez là l'exposition en 2004, dont 18 assiettes de la collection Puot ont été exposées au musée du fort de Pylos, au bâtiment des casernes maison, avant l'exposition définitive en 2012, dont je viens de vous parler plus haut. Et vous allez constater que la présence des assiettes philhelléniques dans les expositions est plutôt récente. Donc on a l'exposition, la première exposition en 2004, au musée du fort de Pylos. Des assiettes philhelléniques font également partie des collections permanentes de musées grecs depuis le début du XXe siècle, comme je vous ai dit, dont le musée national historique, qui a exposé quelques-unes en 2019. On en retrouve aussi, au musée Benaki, bien sûr. On en retrouve aussi chez des collectionneurs privés, à Athènes essentiellement, mais ce n'est que très récemment, à l'occasion des manifestations célébrant le bicentenaire de la guerre de l'indépendance grecque et les expositions qui lui sont consacrées, que ces assiettes se voient s'exposer en un certain nombre, mais plutôt comme un décor, vous allez voir, complémentaire et difficilement accessible, placé au-dessus d'œuvres de grande taille, comme ici sur le mur d'une exposition très récente qui est en cours jusqu'à la fin de la semaine, par ailleurs très intéressante, au musée Benaki de la rue Pyréos à Athènes. À mon avis, la production en série de ces plats implique l'existence d'un large marché qui les absorbe. Le nombre de vaisselles produites en une seule année, évoqué plus haut, est impressionnant. Évidemment, ce ne sont pas seulement ceux qui appartenaient à l'aristocratie ou les riches bourgeois qui participaient activement à la fois au comité et au levée de fonds, qui achetaient uniquement ces articles ou qui suffisaient pour rendre un tel produit rentable pour la manufacture. Je pense que ces assiettes avaient également touché aussi ceux qui appartenaient aux autres classes sociales. Le témoignage d'Amandry, qu'une de ces assiettes a été donnée à un musée de province en 1952 par la fille d'un cordonnier, qui avait également confirmé l'existence dans le passé, dans sa famille, d'autres plats de ce genre, énonce clairement le plus important. La présence, dans une grande partie des ménages français du milieu urbain, au moins, dans la vie quotidienne des Français de l'époque, autour d'une table ou au coin du feu, des images qui s'inspiraient de la lutte pour l'indépendance grecque et qui suscitaient des discussions entre familles et amis et, pourquoi pas, un enthousiasme, une admiration au-delà de toute gestion politique ou diplomatique des événements. Une admiration qui, j'espère, est toujours vivante ou plutôt peut facilement revivre. Je vous remercie de votre attention.